Merci d'être aussi nombreuses et nombreux pour cette conférence proposée par l'Union des photographes professionnels. C'est un sujet qui peut être un peu épineux, un peu rébarbatif et qui pour autant est essentiel dans votre future carrière de photographe professionnel, puisqu'on va traiter aujourd'hui de comment se déclarer en tant que photographe professionnel, déclarer votre activité. Alors je suis Julien Hay, je suis photographe professionnel depuis quelques années maintenant et j'ai été amené à se poser ces questions-là aussi puisque je suis photographe professionnel suite à une reconversion. Donc ça, c'est vrai que j'ai été amené à devoir réfléchir autour de ça et c'est vrai que l'Union des photographes professionnels m'a permis de m'apporter des solutions, en tout cas des réponses, et j'espère que je pourrai vous apporter certains éléments de réponse aussi. Alors on va essayer que ce soit un maximum interactif, que ce ne soit pas juste un cours magistral, parce que vous allez voir, il y a une succession de slides et d'informations, il y a beaucoup d'informations, donc on va essayer de ne pas y aller trop vite ensemble. Allez, c'est parti, déclarer son activité. Alors, c'est pas un scoop, je pense que vous aimez toutes et tous la photographie. On est d'accord? Suffisamment probablement pour vous dire je vais passer le cap de la professionnalisation, je vais vivre de mon activité de photographe. Ok, vous n'êtes pas les seuls, parce que ce métier fait évidemment rêver. Dans le palmarès des métiers préférés des Français, le métier de photographe arrive souvent en tête de liste. Alors, j'espère qu'on ne va pas ouvrir des portes, enfoncer des portes ouvertes, mais c'est quoi être photographe? Alors pour illustrer un peu ce propos-là, on va parler d'une petite étude en 2009, l'ISPWP, International Society of Professional Wedding Photographers, a réalisé une enquête qui a permis de comparer que pensait le grand public du métier de photographe, ce que ça pouvait être, et puis à reporter chez des photographes professionnels, eux, leur activité réelle en temps de travail. Donc je pense que les sites que vous allez voir ne vont pas forcément vous surprendre. En fait, c'est embêtant que je me baisse toutes les 5 minutes, ça va pas le faire. Est-ce que vous voyez toutes et tous là, ça va? Ouais? Ok. Merci beaucoup. Alors, le grand public, quand on l'interroge sur le métier, ou en tout cas sur l'emploi du temps d'un photographe professionnel, c'est ce qu'il reporte. En gros, un photographe professionnel, il passe son temps à faire des photos, tout le temps, à hauteur de 80%, vous voyez. Il voyage pas mal quand même, 15%, et puis le reste, il fait la fête. Est-ce que vous pensez que c'est ça le métier de photographe? Rassurez-moi, dites-moi que non. Bon, d'accord. Ceci dit, ils n'ont pas tout à fait tort. On passe du temps à faire des photos, on aime bien faire la fête et on aime bien voyager aussi. Mais peut-être pas dans cette répartition-là. Là, c'est vraiment le métier rêvé, hein, on est d'accord. En réalité, quand on interroge des photographes professionnels par rapport à leur métier et leur emploi du temps, ça ressemble plutôt à ça. On passe un peu moins de temps à faire des photos, environ 12%, vous voyez. On passe pas mal de temps en post-production, retouche, editing, export, etc. Et puis toute une autre série d'activités, de compétences. Ça va de l'entretien du matériel au réseautage en passant par la publicité, le fait d'imprimer des photos, faire du réseautage sur le Internet, réaliser des tâches administratives qui sont toujours très très sympathiques. Et c'est déjà pas mal, et faire évidemment de la recherche de prospects, de la relation clientèle. Donc ça, vous avez peut-être vu ça avec Monsieur Delamare avant. Donc tout un ensemble de compétences, et c'est vrai qu'on a plutôt intérêt à être bon dans tout ça si on veut réussir à vivre correctement de notre métier. Donc ça fait pas mal de choses à faire. Bon, j'espère que ça ne vous fait pas peur, et que travailler ne vous fait pas peur, évidemment. C'est une bonne chose. Alors, parce que vous n'allez pas être le seul. Évidemment, on a tous envie de faire de la photographie et vivre de notre métier. Quelques chiffres. En France, là, on est à peu près 25 000 photographes. Donc vous avez potentiellement 24 999 concurrents. Moi, je préfère dire confrères, c'est plus sympathique, d'accord? Parce qu'on fait tous partie finalement de la même famille. Dans ces 25 000, 30% des photographes ont une autre activité professionnelle à côté. 90% des photographes exercent seuls. Un chiffre important, 50% des photographes gagnent moins de 15 000 euros par an. Donc c'est la médiane. Ça veut dire qu'il y a 15 000 qui gagnent moins, il y a 50% qui gagnent plus que 15 000. Alors je ne veux surtout pas vous démoraliser. D'accord? On est d'accord? Il y a de quoi garder le sourire. Pourquoi? Parce que finalement, quand on interroge et quand on discute avec des photographes, le discours est relativement positif. Alors c'est vrai,
quand on est interrogé sur notre activité, on va souvent se plaindre. Moi le premier, hein, je suis râleur, je gueule souvent sur l'état du métier, sur ce que j'ai à faire toute la journée, etc., etc. Donc on est parfois un peu pessimiste, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours tout rose, hein, le métier de photographe. Il faut bien avoir ça en tête. Néanmoins, une très large majorité préfère garder cette activité d'indépendant, en général indépendant, hein, de photographe, que de conserver une rémunération au mois et devenir salarié d'un autre secteur. D'accord? Donc à partir du moment où on fait ce choix de professionnalisation, il est assez rare qu'on fasse retour en arrière. Donc on va se battre pour garder ce statut, pour garder cette envie d'être photographe. Et j'espère que ce sera votre cas. Alors avant de poursuivre et de rentrer un peu dans le vif du sujet, des informations un peu plus techniques, disons même si on va essayer de rester simple et lisible. J'imagine que je vais voir pas mal de mains se lever, mais combien d'entre vous ne sont pas encore professionnels et souhaiteraient, en tout cas réfléchissent sérieusement à passer ce cap de professionnalisation et à se dire, voilà, j'ai vraiment envie de vivre de ça, je veux vivre de la photo, je veux vivre de mon activité photographique. Donc levez la main, n'hésitez pas pour qu'on se rende compte. Super. Bon ben, je ne ferai pas ça pour rien, cette conférence pour rien. C'est génial. Et j'espère en tout cas que je vais pouvoir vous apporter des éléments de réponse. Alors je ne suis pas fiscaliste ni juriste, donc s'il y a des questions vraiment très spécifiques, je vous invite à venir nous rencontrer sur le stand de l'UPP qui est juste derrière celui de nos confrères de profession photographe et à venir poser vos questions. Là on va vraiment essayer de voir des choses assez globales, mais néanmoins on va essayer d'être précis aussi pour vous aiguiller un maximum. Allez, c'est parti. Un peu de réglementation. Donc en France, bien qu'il n'y ait qu'un seul métier de photographe, d'accord, eh bien la loi française, le législateur français a décidé que selon son activité, et plus précisément selon la nature de nos clients, eh bien on devait choisir entre plusieurs statuts. Donc là c'est simple, il y en a 3. D'accord? Salarié, artisan et auteur. Est-ce que tout le monde à peu près là est au courant de ça, qu'il y a 3 statuts différents en France? Ouais? Ok. Donc on va y aller un par un. On va essayer de les détailler un petit peu, apporter des informations essentielles sur ça. Donc on va commencer par le photographe salarié. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué. Premier cas de mesure, il peut être salarié d'une entreprise, tout simplement, et faire des photos pour celle-ci. Exemple typique, dans une grande entreprise, une entreprise de e-commerce, ou pour des administrations, du municipal, du public, on est rémunéré par l'entreprise. Donc on est un salarié comme un autre, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça qu'on le présente rapidement et en premier lieu, c'est que ce sont des emplois qui tendent à ne pas être remplacés, d'accord, quand un photographe part en retraite. Et j'imagine que vous n'êtes pas nombreux, je pense, à vouloir envisager une carrière de photographe salarié. Est-ce que je me trompe? Ok. Deuxième cas de figure du photographe salarié, c'est le journaliste. Alors là, c'est peut-être un peu plus complexe dans la mesure où, donc depuis 1974, loi Cressard, eh bien, les entreprises de presse, les organes de presse, ont pour obligation de rémunérer les photojournalistes en salaire. Donc, c'est différent d'un CDD, d'un CDI, ils sont payés en pige. Autrement dit, à la tâche, en bulletin de salaire malgré tout. Donc, ils sont photographes salariés. Okay, en termes de formalité, donc c'est assez simple, puisque les photographes salariés n'ont pas de formalité particulière à réaliser pour se déclarer. Ils sont employés et bénéficient d'une couverture sociale au régime général. Donc c'est vraiment la chose classique quand vous êtes salarié. Assurance maladie, chômage, retraite. Ok ? Petit aparté tout de même sur les photojournalistes. Un photojournaliste peut travailler, obtenir sa carte de presse auprès de la CCIJP. Donc c'est, je crois, comité de la carte d'identité des journalistes de presse. Ah, c'est ça. Et pour obtenir cette carte de presse, ils doivent justifier d'avoir obtenu un certain montant, donc 50% de leur rémunération, et je crois sur une période donnée, payée en salaire par des entreprises de presse. Et donc là, il faut bien lire ce qu'il y a en dessous, c'est que cette carte peut être malgré tout difficile à obtenir, difficile à renouveler, dans la mesure où il y a une réticence évidente des organes de presse à payer en salaire leurs photographes pigistes. Et voilà, vous avez dû voir, je pense, beaucoup dans les médias le fait que, voilà, que des photographes mettent plusieurs mois à être payés. Et donc ça, c'est très très compliqué. Je ne sais pas, parmi vous, combien de photographes souhaiteraient obtenir cette carte de presse? Pas beaucoup, j'imagine. Non, personne? Ok.
Vous l'avez? C'est ça, il faudra la renouveler. C'est la difficulté de la renouveler, effectivement. Alors là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, des choses qui vont vraiment vous intéresser probablement. Donc le deuxième cas de figure, le photographe artisan. Donc quand on est artisan photographe, on peut avoir un statut fiscal et social différent. C'est que vous pouvez être micro-entrepreneur, anciennement auto-entrepreneur, donc ça je pense que vous avez tous entendu parler. Vous allez pouvoir être éventuellement en entreprise individuelle, EIRL, EIRL, ou bien en société. Classiquement, en ce moment, c'est la SAS qui a le vent en poupe, où on se paye en dividendes. Et le photographe artisan, il va essentiellement réaliser une activité commerciale. Rien de bien compliqué ici. Okay, il va travailler essentiellement, enfin typiquement pour du particulier, mais en fait, l'avantage, c'est qu'il peut tout faire. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il peut tout faire. Il peut travailler pour le particulier, il peut aussi travailler pour la presse en tant que salarié ou correspondant, et peut très bien travailler aussi pour des entreprises. Donc quand je dis entreprise, corporate, du portrait d'entreprise, de l'événementiel, etc., etc. Le photographe artisan, il a vraiment champ libre, d'accord, sur son activité. Un peu technique, je ne sais pas si vous prendrez des notes là-dessus, je vous laisse le temps. Lorsque vous déclarez, si vous avez choisi ce statut-là, votre code APE, c'est le 7420Z activité photographique. C'est précis, ok, c'est que ça, d'accord? Quand ils ont opté pour la TVA, donc la fameuse question de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, ils vont la facturer à leurs clients à hauteur de 20%. D'accord? Donc quand vous émettez un devis, il y a le prix hors taxe, évidemment, on parle en hors taxe, et puis il y a la majoration, cette taxe en plus de 20%. Okay, d'un point de vue social, ils dépendent du régime social des indépendants, le RSI, donc j'imagine tout le monde a plus ou moins entendu parler, et ne bénéficient pas du chômage. Est-ce que ça va pour ces informations-là? Ça semble assez clair? Ouais. Alors, on continue avec le photographe artisan, avec un peu d'historie dans le sens où c'est vrai que le photographe artisan, historiquement, c'est le photographe de famille, c'est celui qui avait une boutique, un pas de porte, et on sait bien que maintenant, dans notre paysage urbain, eh bien, ces boutiques-là tendent à disparaître. Ces gens-là vendaient aussi des produits, des appareils photo, des pellicules. Bon, évidemment, maintenant, ça a un petit peu changé. Donc ces boutiques tendent à disparaître, mais le statut de micro-entrepreneur facilite actuellement l'installation de photographes débutants. Donc c'est vrai que je pense que dans votre réflexion, ça doit forcément résonner, c'est-à-dire que vous envisagez peut-être d'ouvrir un statut de micro-entrepreneur. Je pense, non? Ouais, ok. Alors c'est pour ça qu'on va vous parler un petit peu de ce statut-là. Micro-entrepreneur, ça a évidemment des avantages, ça a évidemment aussi des inconvénients. C'est un statut dit micro-social, car ses formalités comptables et fiscales sont simplifiées. C'est simple, okay, d'ouvrir un statut de micro-entrepreneur et d'avoir un statut de micro-entrepreneur. Le CA annuel, donc c'est-à-dire votre chiffre d'affaires maximum que vous pouvez réaliser, a été augmenté depuis 2019 et s'élève à 70 000 €, ce qui est finalement beaucoup. Je pense qu'on peut être micro-entrepreneur et effectivement vivre avec 70 000 € par an, ça ne semble pas déconnant, en faisant un chiffre d'affaires de 70 000 € par an. Et je vous souhaite tous, d'ici quelques années, de faire 70 000 € de chiffre d'affaires par an. Alors, si vous faites encore mieux, c'est mieux, mais vous ne pourrez plus être micro-entrepreneur. Aucune obligation de tenir une comptabilité recettes-dépenses. Ok? Pas besoin d'avoir un comptable. Ok, c'est clair? Le photographe paye ses impôts en BIC, bénéfices industriels commerciaux, sur 66% de son chiffre d'affaires. Okay, vous payez des impôts sur 66% de votre chiffre d'affaires. Donc il y a un abattement de 34%. Ok, peut-être ce sont des choses avec lesquelles vous êtes familiarisés. Ça va pour le statut de micro-entrepreneur? Troisième volet. Donc on avait, pour résumer, le photographe salarié, dans lequel on avait celui qui était embauché par une boîte, on avait le photojournaliste, ensuite on a eu le photographe artisan, et enfin on a le photographe auteur. Et peut-être là aussi, vous vous posez des questions sur ce statut-là. Alors, le photographe auteur, il est en entreprise individuelle,
et réalisent une activité non commerciale. Ils travaillent essentiellement pour les entreprises. Donc en gros, on peut parler de photographe corporate aussi, hein, pas de problème, et peut travailler aussi avec la presse en tant que salarié, peut travailler avec le particulier uniquement, et c'est là où c'est important, s'il lui vend des œuvres originales. En gros, si vous êtes un artiste, vous faites des photos qui sont issues de votre imaginaire et qu'un client en particulier, eh bien ça lui plaît, il peut vous l'acheter, vous avez le droit de lui vendre. D'accord? Alors on va pousser un petit peu plus loin. Dans les détails, ces photographes ont un code APE 9003A ou 9003B, autre création artistique. Ce qui est intéressant pour le statut d'auteur-photographe, c'est que si vous choisissez d'opter pour la TVA, vous la facturez au client non pas à 20%, mais à un taux réduit de 10%. Alors on pourra demander à M. Imre Nedim ici pourquoi ce taux réduit après. Je ne sais pas, je ne fais que profiter de ces informations-là. Et d'un point de vue social, on va dépendre de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Vous en avez peut-être récemment entendu parler. Avant, c'était l'AGSA qui avait fusionné avec la MDA, donc la Maison des artistes. Et là, ça a fusionné sous une entité commune qui est la sécurité sociale des artistes-auteurs. Donc vous ne prenez pas la tête, voilà, c'est ça, ok? Et ce qui est très important ici, c'est de dire que vous allez être affilié dès le premier euro versé. Pas de précompte. Vous avez peut-être entendu parler du précompte avant, où c'était le diffuseur qui devait payer les charges sociales directement, bon, à l'époque, à l'AGSA. Et ça, c'était peut-être un peu compliqué d'expliquer ça à vos clients. Enfin, si vous n'êtes pas encore professionnel, vous ne le saviez pas. Mais en tout cas, pour nous, c'était assez difficile. Donc de récupérer du précompte, faire comprendre à un client que c'était à lui de payer les cotisations sociales pour que nous, on soit ensuite assujettis à l'AGSA. Ça, c'était difficile. Quelle différence entre assujetti et affilié, en fait? C'est pareil? Et donc, dès que vous travaillez, vous cotisez directement. D'accord? Plus de précompte, disparition du précompte. Que ce soit clair, disparition du précompte. OK? Tout comme l'artisan photographe ne bénéficie pas du chômage. Alors, quelques précisions quand même sur notre champ d'activité en tant qu'auteur photographe. En fait, il y a deux grandes... On va vraiment essayer de faire des généralités, mais il y a deux grandes parties parmi cette grande famille de photographes-auteurs. On va parler d'une partie de ces auteurs qui se revendiquent comme photographe corporate. J'en fais partie et ça me plaît énormément. Nous réalisons des commandes en fonction des entreprises qui nous le demandent, hein, de l'événementiel, etc. Dès qu'il y a de la diffusion d'images, que ce soit sur le web, que ce soit pour des sites hébergeurs, que ce soit pour des plaquettes, de la PLV, des affichages, de la publicité, tout ça, ça rentre dans ce cadre d'activité, pas de problème. On travaille avec le B2B, tout simplement. Okay. D'autres, l'autre famille, on va dire, se tourne plutôt, comme je vous le disais, vers le marché de l'art et la vente dans des galeries de tirage de collection. Donc déjà, ça c'est bien de le dire, mais ça doit aussi définir un petit peu en amont, vous, votre champ d'activité, votre business model. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez être quand vous serez photographe professionnel? Vers quel marché vous vous lancez? Peut-être les deux, c'est pas du tout incompatible, d'accord? Mais vous quand même devoir définir, si vous choisissez ce statut, vers quoi vous allez dans votre activité professionnelle. Alors là c'est en gras, et c'est important parce qu'on a pas mal de coups de fil à l'UPP qui nous disent mais est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Donc là je vais être très clair, les auteurs n'ont pas le droit de vendre une prestation, donc une prestation de service, seule sans cession de droit à des particuliers. Autrement dit, vous ne pouvez pas faire 15 000 € de mariage sous un statut d'auteur. Vous ne pouvez pas faire du portrait de famille avec ce statut d'auteur. Ok? Donc on peut considérer que c'est une forme de limitation, ok, mais il y a beaucoup d'avantages aussi. Pareil, cette forme de limitation doit définir aussi votre activité professionnelle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez être en tant que photographe? Est-ce que c'est clair pour ça, pour cette... Attendez, je vous donne... Excusez-moi justement, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas céder des droits à des particuliers en fait? Si on fait des portraits de famille par exemple, si on leur cède les droits d'utilisation, enfin, les droits sur le... C'est les droits d'utilisation de photos si vous voulez. Donc il n'y a pas de droit de collectif sur du particulier, sur du privé si vous voulez, par exemple. C'est de la photo. Effectivement, c'est en ça que c'est compliqué, mais on ne va pas considérer que là, pour le coup, c'est une œuvre de l'esprit. C'est ça qui est difficile. Moi, je suis pas spécial.
Je suis d'accord, mais pour autant, la nature de votre œuvre, il y a une diffusion, et vous cédez des droits de diffusion justement pour de la pub. D'accord? Vos images seront diffusées. A priori, en particulier, c'est pas le cas. D'accord? Donc je sais que la limite est compliquée à avoir. D'accord? Mais c'est pour ça que ces questions-là, on nous les pose souvent, mais il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est-à-dire que si vous faites 15 000 euros de chiffre d'affaires en mariage, c'est pas avec le statut d'auteur. Vous vous ferez rattraper à un moment donné, et ça fera mal. D'accord? Mais vous pouvez vendre des œuvres à des auteurs, avec une note de droit, avec un tirage limité à 30 exemplaires, etc. etc. Pas de souci, ok? Et pas de prestation. Alors, c'est la question qu'on se pose. Auteur ou artisan? Alors d'emblée comme ça, qui dirait plutôt auteur? Qui se dirigerait plutôt vers un statut d'auteur, messieurs, dames? 3, 30%. Les autres, pas d'avis ou 30 artisans? Qui plutôt artisan? Micro-entrepreneurs notamment? Ok, pas tant que ça. Donc on va essayer de vous aider un petit peu à faire un petit résumé de ces informations-là et vous aider à prendre une décision par rapport à ça. Auteur ou artisan? Le régime fiscal et social des auteurs est le plus favorable. Qu'on soit clair, c'est le plus favorable. Je vous ai parlé de la TVA à 10%, charge sociale de l'ordre de 30%, au lieu de TVA à 20% et charge sociale à hauteur de 40% environ pour les artisans. Les auteurs sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. C'est pour ça qu'en contrepartie, eh bien, certaines activités leur sont interdites. D'accord? Et je parlais notamment des prestations pour les particuliers, l'auto-édition de livres. Donc, c'est pour ça que c'est marqué en bas. Si vous prévoyez de réaliser ces activités, il faudra porter ce choix en conséquence. D'accord? Je ne vais pas détailler cette slide. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez venir consulter. Je crois qu'on l'a sur le stand de l'UPP. Donc voilà, c'est pourquoi l'UPP existe, pour vous aider à faire ces choix sur des cas très concrets. Par exemple, 1 000 euros TTC payés par un client. Qu'est-ce qu'il reste au photographe? Donc on ne va pas tout détailler, mais si on regarde la dernière case tout à droite, donc le revenu du photographe, c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus. On voit qu'en fonction de différents paramètres qui vont être donc TVA, donc la pas de TVA évidemment pour le micro-entrepreneur, donc elle est à 10%, elle est à 20% pour les artisans. Est-ce que vous êtes un photographe qui avait beaucoup de frais professionnels ou peu? Donc on a essayé de catégoriser au mieux, on ne peut pas être vraiment exhaustif, mais on essaie de catégoriser pour avoir un maximum de cas de figure. Est-ce que vous payez beaucoup, faiblement d'impôts? Et en parallèle, donc votre revenu de photographe. Et on s'aperçoit quand même qu'en termes de rentabilité, c'est le statut d'auteur qui est le plus rentable. Vous pourrez venir en discuter avec nous plus précisément sur le stand. On vous invite tous à venir nous rencontrer après. D'accord? Alors, là, on va toujours parler un peu du statut d'auteur et parler de la réforme de la GSA. Donc, pour faire le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, depuis le 1er janvier 2019, la GSA et la MDA, Maison des artistes, ont été fusionnés finalement et remplacés par une entité commune qui est la sécurité sociale des artistes auteurs. Et cette fusion a eu pour conséquence, une bonne conséquence, la disparition du précompte dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pareil, je ne vais pas détailler tout ça, mais on pourra parler de ce qu'était le précompte et la difficulté que ça pouvait comporter pour nous, auteurs, photographes. Et donc ça, la disparition du précompte, c'est quand même quelque chose qui est, typiquement quelque chose qui est défendu par les organisations professionnelles comme l'UPP. Donc c'est pour ça que l'UPP existe, c'est pour porter ce genre de revendications auprès des gouvernements, d'accord? Et donc de faciliter la vie des photographes. Donc, disparition du précompte des cotisations sociales pour les auteurs en BNC, quel que soit leur revenu, et le paiement de cotisations de retraite dès le premier euro gagné. Donc dès que vous commencez à facturer, vous cotisez. Okay, donc ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, je pense. Donc là, c'est un peu des travaux pratiques à appliquer. Ça, c'est un peu le formulaire que vous devrez remplir une fois que vous aurez pris votre décision. Vous dites, ok, c'est bon, je sais ce que je veux faire, je sais quel statut j'ai choisi. Eh bien, vous devrez remplir ce papier, ce formulaire. Donc, c'est toujours des choses très agréables qu'on adore faire, mais il faut bien le faire. Déclaration de début d'activité, appelée le P0I ou POI, P0I, je crois. Et vous devrez l'envoyer à votre CFE, le centre des formalités des entreprises. Alors là, pareil, c'est là que l'UPP peut intervenir et vous aider.
dans la mesure où physiquement, il y a des réunions à l'UPP. En tout cas, à Paris, il y en a une fois par mois tous les mardis. Donc il y a d'autres antennes régionales. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais on essaie vraiment d'être au plus proche des adhérents et puis des gens qui souhaitent avoir des informations. Et des réunions sont vraiment faites pour ça, pour vous aider à remplir typiquement ce formulaire et pas de faire d'erreurs. Parce que vous pouvez commettre des erreurs. L'erreur est humaine, ça peut arriver qu'on commette des erreurs et qu'on se trompe. D'accord ? Notamment cette erreur-là. Une fois que votre statut est choisi, typiquement vous vous dites ouais c'est bon, je vais être auteur photographe, mais c'est bizarre, après lorsque je reçois mon papier d'affiliation, bah, c'est pas le bon code. Alors ça, c'est arrivé, mais des fois et des fois, bien des fois, donc c'est toujours embêtant. Ça rajoute une lourdeur administrative pour vous, ça vous empêche de travailler, c'est démoralisant, vous ne pouvez pas vous lancer dans votre activité, donc c'est embêtant. Donc pour éviter la requalification typiquement de votre code APE 9003A ou B en une autre, création artistique ou jeu de ces autres, eh bien si vous souhaitez vraiment être auteur, si vous avez décidé d'être auteur, eh bien vous devez inscrire seulement auteur dans le champ d'activité exercée et pas photographe. Et non pas auteur photographe. Ça peut porter à confusion. D'accord ? Vaut mieux se prémunir, vous mettez auteur. Ok ? Donc ça c'est vraiment clair, hein. C'est marqué en rouge, vous mettez auteur. Si vous voulez être auteur photographe. Alors une autre question classique, faut-il opter ou non pour la TVA ? Qui opterait pour la TVA naturellement comme ça ? Une personne, 2 personnes, 3 personnes. Si vous êtes auteur photographe, vous l'avez vu tout à l'heure, vous avez plutôt sérieusement intérêt à opter pour la TVA dans la mesure où vous avez facturé à un taux réduit. D'accord ? Donc vous êtes gagnant quand vous achetez du matériel. Vous payez votre matériel 20% moins cher, la différence entre l'hors taxe et le TTC, mais vous facturez 10%. Oui, dans la mesure où vous êtes capable de tenir une comptabilité. À partir du moment où vous optez pour la TVA, vous devez tenir une comptabilité. Est-ce que ça vous fait peur en règle générale de tenir une comptabilité ? Oui, oui, forcément. Forcément, c'est pas un plaisir de tenir une comptabilité. Bon, malgré tout, voilà, il faut être responsable par rapport à ça. Si vous optez pour la TVA, vous devez savoir que vous allez devoir tenir une comptabilité. Évidemment, à l'aide d'un comptable, un comptable, il faut le payer. D'accord ? À vous de trouver le bon rapport qualité-prix, j'ai envie de dire, parmi les comptables. Vous pouvez vous être aidé par des AGA, donc qui sont des associations de gestion agréées. Il y a des choses qui sont relativement moins chères qu'un comptable. Et tout ça, c'est agréé, donc ça a une validité, d'accord, vis-à-vis de l'État si vous êtes contrôlé. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé, c'est ça là. C'est obligatoire. Si vous avez opté pour la TVA, c'est obligatoire. Donc cela vous permettra d'acheter votre matériel, comme je vous disais, eh bien, informatique, enfin tous vos frais professionnels, 20% moins cher. Ok ? Alors moi je ne suis pas le grand spécialiste de droit collectif, il y a eu une conférence jeudi très intéressante là-dessus. On va quand même faire une aparté parce que l'UPP, voilà, pense que c'est vraiment important, je crois aussi. Je vais essayer d'être assez clair là-dessus. Une infime partie, quand le public achète des disques durs, des téléphones portables, du matériel où il peut y avoir du stockage d'informations, soit visuel, audio, etc., eh bien il y a une infime partie de ces montants-là qui sont reversés à des sociétés d'auteurs. Il y a une société d'auteurs qui a été créée par l'UPP qui s'appelle la SAIF, S-A-I-F. Vous en avez peut-être entendu parler puisque la SAIF a récemment fait un communiqué sur Miro. D'accord ? Ah oui, ils sont là. Ce prélèvement correspond au droit collectif qui est obligatoire. Alors je ne vais pas vous donner la nature, pourquoi, mais c'est juste que à partir du moment où vous avez un téléphone, des disques durs, un ordinateur portable, eh bien, il peut avoir un préjudice vis-à-vis de certains auteurs, puisqu'il peut avoir une copie. Vous pouvez avoir, prenez en photo une autre photo, une photocopie dans les manuels scolaires, etc., etc. Il peut avoir un préjudice, un manque à gagner par rapport aux auteurs. Donc ça, c'est compensé par le fait qu'il y a de l'argent qui est collecté par ces organismes. D'accord ? Les photographes sont en droit, photographes auteurs, sont en droit de s'en voir reverser une partie dans la mesure où ils sont adhérents à une société d'auteurs. Donc, si vous êtes auteur-photographe, allez, on va pas être violent, mais on va vous obliger vraiment à vous inscrire à une société d'auteurs, à être adhérent. Alors, c'est même pas adhérent, je crois, c'est que vous faites vraiment partie, vous êtes
vous faites partie de la société, vous êtes sociétaire de la société des droits d'auteur. Autrement dit, pour la SAFE, cette adhésion est à vie, d'accord? Vous ne rêvez pas, c'est à vie pour l'achat d'une part sociale d'un montant de 15,24 €. 15,24 €. 15,24 €, c'est pas cher. Ok, on est d'accord. 15,24 €, c'est pas cher. Donc ça sert à quoi? C'est qu'à la fin de l'année, la SAFE va vous envoyer un petit bulletin récapitulatif et vous allez dire dans quoi vos œuvres sont apparues. Et vous allez toucher des droits collectifs. Alors ça peut être pas beaucoup au début, hein. Ça peut être 30, 40, 50, 60, et puis au fur et à mesure que votre carrière va évoluer, vous toucherez davantage. D'accord? Mais tout ça, c'est des droits collectifs. Ok? Donc mettons que vous gagnez 15,24 €, comme dit Nedim, déjà vous avez déjà remboursé votre adhésion. Et si vous repartez de la SAFE parce que vous n'êtes pas content, on vous redonne 15,24 €, on vous redonne le montant de votre adhésion. Vous n'avez vraiment rien à perdre en adhérant à une société d'auteur comme la SAFE. À vie. Une fois. Une fois. Je vous conseille de savoir dans quel média, puisque si vous êtes auteur-photographe, vous devez contrôler ça, on pourra en discuter, mais c'est votre manière, vous aussi, de vendre votre travail et de limiter les droits de diffusion. Je sais bien, mais qu'est-ce qui est dans l'illégalité ou pas, d'accord? Théoriquement, vous devez vraiment faire entendre le fait que vos images, en l'occurrence vos images, sont utilisées à cette destination-là, avec une limite de temps et une limite de territoire. Exactement. Quand vous ferez une quand vous ferez une note d'auteur, vous devez dire dans quoi vos images sont utilisées, sur quel support, où et pour quelle durée. C'est les trois dimensions finalement qui délimitent finalement la cession des droits d'auteur. C'est important. Vous pouvez pas mettre tout support à vie, ça n'a aucun sens. Et c'est en plus vous êtes dans l'illégalité en faisant ça. Ok? Voilà pour les droits collectifs. Vous pourrez venir en discuter avec nous sur le stand évidemment. Je vous invite à nous rejoindre. Donc ça fait combien de temps que je parle? Ah bah ça va, je vais assez vite finalement. J'ai récupéré mon retard. En conclusion, il reste encore quelques slides pour vous parler de l'UPP. Mais en conclusion, ici, déclarer son activité de photographe, c'est plusieurs choses. C'est pas toujours évident, mais vous devez réfléchir à votre activité et votre business model. Alors ça paraît bête de dire ça, mais moi je préfère le voir comme ça, d'un point de vue très positif, c'est qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie de photographe? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est aussi bête que ça. C'est qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez vendre? Comment vous voulez vivre de votre photographie? C'est une question finalement qui est pas si compliquée que ça en fait. Si vous avez la réponse à cette question-là, vous allez choisir un statut en conséquence. Vous allez choisir votre code APE, vous avez vu, il n'y en a pas 20 000. Hein. Il y a celui d'artisan photographe et il y a celui d'auteur photographe. Donc il y a un statut adapté. Ensuite, on va pousser un petit peu plus loin notre réflexion. Là, on va regarder ce qui se passe. Est-ce que vous choisissez dans votre régime fiscal la TVA ou vous optez plutôt pour un régime simplifié? Micro-BNC, 34%. Okay, forfaitaire. Et enfin, vous voyez, c'est quasiment une obligation, c'est écrit adhérer à une société d'auteur, si vous choisissez le statut d'auteur, pour les diverses raisons que j'ai évoquées à l'instant. Est-ce que ça va? Est-ce que je ne vous ai pas trop démoralisé? Non, super. Non, je vous ai même motivé, je pense, d'accord? Est-ce que vous avez des questions? Attendez, je vous laisse le micro comme ça, tout le monde pourra en profiter. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs statuts? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs statuts? À votre avis, est-ce qu'on peut avoir plusieurs statuts? Alors oui, mais on peut être auteur, photojournaliste. Ça marche. La question, c'est de savoir souvent, est-ce qu'on peut être auteur et micro-entrepreneur? Je travaille, je fais du corporate et j'adore faire des mariages. Et je fais même 15 000, 20 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires en mariage. Alors soit vous décidez, je vais plutôt ouvrir une société, parce que comme ça,
en artisan, par exemple, enfin société ou entreprise individuelle, si vous voulez, EURL, EIRL, SAS pour une société, je me dis, et même en tant que micro-entrepreneur, je me dis, bah, je peux tout faire. Mais vous avez vu qu'il y a des inconvénients, notamment d'un point de vue des cotisations. Donc, est-ce que je peux avoir un statut d'auteur et un statut de micro-entrepreneur pour que ce soit le plus simplifié possible? Oui, mais c'est possible uniquement s'il y a une symétrie dans votre régime fiscal. Autrement dit, il n'y a pas de TVA, on est d'accord, pour le statut de micro-entrepreneur, puisque c'est simplifié. Ben, c'est possible, hein, on a interrogé un peu Gouv, ils disent que oui, vous pouvez avoir plusieurs statuts. Simplement, vous ne pouvez pas opter pour la TVA d'un côté et avoir un statut de micro-entrepreneur standard. Alors pourquoi? C'est tout bête. C'est que, mettons, vous avez des frais réguliers en tant qu'auteur-photographe, vous achetez du matériel, des ordinateurs, etc. Donc vous allez avoir 20% en moins sur l'achat de ce matériel-là, on est d'accord? Mais vous avez des chances d'utiliser ce matériel-là également pour votre activité de micro-entrepreneur, pour faire du mariage. Et ça, c'est opaque. Vous ne pouvez pas dire vis-à-vis des impôts, non, non, mais je l'utilise à hauteur de 30%. C'est pas possible. Les impôts ne veulent pas. Ils s'en fichent de notre activité. Eux, ils veulent que ce soit clair. Et ça, c'est pas clair du tout. Donc, autrement dit, c'est possible. Uniquement, en gros, si vous n'optez pas pour la TVA. Est-ce que c'est clair? Je ne crois pas dire de bêtises. Je crois que je me suis renseigné là-dessus. Je crois que c'est OK. Il faut bien une symétrie dans le régime fiscal que vous avez pour pouvoir avoir les deux statuts. Mais ce n'est pas incompatible. Hein. Vous avez le droit. OK? Tout à l'heure, vous avez noté sur votre slide que quand on était photographe-auteur, ça correspondait à une entreprise individuelle. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire une démarche particulière pour se déclarer comme entreprise individuelle ou est-ce que c'est de fait, en fait, voilà, est-ce qu'on a une procédure particulière administrative à faire? Moi, de mémoire, je ne crois pas. Hein. C'est en fonction de votre code APE directement. C'est le centre des formalités qui s'occupe de tout. Donc après, tout est OK hein, si vous voulez. Donc pas de souci. Hein. Pas de peur à avoir par rapport à ça. Donc de toute façon, je vous conseille toujours de surveiller le retour de ce que vous avez dans les informations. Et notamment la requalification de votre code APE. C'est surtout ça qui est très important. D'accord? Si vous avez choisi auteur et qu'on vous requalifie en tant qu'artisan, là c'est problématique. Okay? Parce qu'après, pour revenir en arrière, c'est toujours un peu difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre tôt. Et c'est surtout très démoralisant. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'un auteur il peut choisir d'avoir une réduction des impôts forfaits, disons 34%, c'est ça, ou déclaration contrôlée? C'est un choix même qu'on vous demande de faire. Soit vous optez. Ben ça, vous l'avez. Ah ben c'est toute la difficulté. Donc, si vous êtes en forfaitaire, donc 34%, vous vous dites peut-être, alors j'en parlais justement à Nedim, des investissements qu'on peut avoir à faire dans notre activité de photographe. 34%. Donc, si vous n'excédez pas 34% de frais, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que ça vaut le coup d'être au réel. Donc, au réel, pour être clair, c'est vous faites tout simplement la différence entre vos recettes et vos dépenses et vous êtes imposé sur ce chiffre-là. Obligation comptable dans ces cas-là, on est d'accord. Hein. Dans le cas du régime forfaitaire, vous allez être imposé avec un abattement de 34%. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Vous allez être imposé sur 66%. D'accord? Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas la réponse puisque c'est toujours des cas individuels. C'est de savoir, est-ce que vous, quand vous allez commencer votre activité, sachant que vous pouvez changer, mais qu'après, c'est souvent irréversible de revenir en arrière. Donc, c'est peut-être avec un peu d'expérience et un peu de recul par rapport à votre activité professionnelle que vous allez vous dire, oui, si ça vaut le coup que je reste ou non en forfaitaire ou que je passe au réel parce que finalement je fais de l'argentique, je suis un photographe d'art, je fais de l'argentique, j'ai beaucoup de frais de déplacement dans les différents endroits où je vais faire des portraits, je fais que de l'argentique, j'ai tant de pellicules, j'ai tant en tirage, j'ai tant en papier et finalement il est beaucoup plus intéressant d'être aux frais réels et d'être imposé sur une petite somme de bénéfices que d'être à 34%. Voilà, donc c'est finalement une bonne question. Oui. Ouais, je finis, c'est juste une bonne question dans la mesure où ça vous donne à réfléchir aussi sur votre activité, tout simplement ce que vous allez faire. Et je veux bien laisser la parole à Nedim qui va probablement vous apporter une précision là-dessus. Si je dis des bêtises ou pas. Bonjour, non, juste statistiquement aujourd'hui un photographe professionnel en activité reverse entre 40 et 60% de son chiffre d'affaires en investissement et en frais. Donc aujourd'hui la barre des 34%, très rapidement, vous êtes amené à la dépasser si votre activité, ce que je vous souhaite, votre activité marche.
petite précision, juste Julien, tu as parlé à un moment de l'AGA et demandé si elle était obligatoire ou non. Juste, donc précision, il y a une grosse confusion là-dessus. L'AGA n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de passer par une association de gestion agréée pour transmettre votre déclaration aux impôts. Par contre, si vous n'êtes pas adhérent d'une AGA, votre bénéfice est majoré de 25% pour le calcul de l'imposition. Si vous faites des erreurs, en fait, l'État part du principe que si vous pouvez faire des erreurs sur votre comptabilité, comme il n'y a pas une association de gestion agréée pour la contrôler, l'État part du principe que vous pouvez faire une erreur en sa défaveur et vous pénalise de 25%. Une AGA, ça coûte à peu près 200 € TTC par an. Après, c'est une histoire de maths. Hein. Vous faites les calculs et si vous êtes en dessous, c'est intéressant. Si vous êtes au-dessus du seuil d'imposition, à ce moment-là, vous avez tout intérêt à avoir une AGA à vos côtés. Voilà. Les frais sont bien évidemment déductibles de votre chiffre d'affaires. Voilà, au même titre que le comptable, au même titre que les frais. De toute façon, le fait de passer à la déclaration contrôlée, soit vous le faites sur votre déclaration d'activité dès le début, vous êtes en déclaration contrôlée, et si par hasard vous souhaitez le faire en cours d'activité, si vous étiez en forfaitaire et que vous voulez passer, vous devrez le faire, mais forcément pour l'année N+1. Vous ne pouvez pas le faire sur l'année en cours. À une exception près, si vous dépassez le plafond, alors je n'ai pas en mémoire le plafond exact, mais je peux vous le retrouver, si vous déplacez le plafond, c'est quand même un plafond en imposition forfaitaire, si vous le déplacez en cours d'année, à ce moment-là, automatiquement, vous allez basculer au réel. Au même titre que pour la TVA, si vous avez opté pour la franchise en base de TVA, c'est-à-dire vous ne souhaitez pas collecter la TVA pour l'État et donc ne pas récupérer la TVA, si vous dépassez le plafond en cours d'année, automatiquement, sur le trimestre qui suit le dépassement, vous allez devoir collecter de la TVA, vous n'aurez pas le choix. La TVA, c'est 40... le plafond de la franchise en bas, je crois que c'est 42 000... 42 000, ouais, un truc comme ça. J'ai plus le chiffre exact, on peut le retrouver assez facilement. Ça doit être ça, ouais. Étant moi depuis longtemps au réel, c'est vrai que c'est des choses, on le voit. Voilà. C'est juste, je voulais apporter quelques précisions. Donc l'AGA n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé dès que vous commencez à gagner considérablement votre vie. Enfin, en gros, à partir du moment où vous commencez à passer les 10 000 de CA, il faut commencer à réfléchir à prendre une AGA. Voilà. Merci Nedim. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on a à peu près répondu à l'ensemble de vos interrogations? Donc si vous avez d'autres questions, évidemment, vous venez nous voir sur le stand, d'accord? Et je voulais juste vous parler évidemment de l'UPP puisque c'est l'organisme qu'on le représente en vous faisant cette présentation. Évidemment, en tant que professionnel, on va vous enjoindre à rejoindre des organisations professionnelles. Donc nous, en l'occurrence, l'UPP, pour ce salon, hein, je vais faire un peu de VRP, mais c'est 100 € l'adhésion. Primo-adhésion, c'est 100 €. À vous de voir si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup, si ça rentre dans vos calculs, d'accord. Donc c'est 100 € pour l'année qui arrive de 2020. Vous aurez une carte professionnelle de photographe. Et c'est évidemment déductible des frais, si vous êtes en réel. Voilà. Pendant la durée du salon. Au lieu de 180 €, comme c'est marqué ici. Donc comme je vous disais, on est juste à côté, hein, près du stand photographe, de profession photographe. Et donc l'UPP, pour revenir à ça, je ne sais pas si vous étiez un peu au courant de ce que c'était. J'imagine que oui, peut-être si vous êtes venu à cette conférence-là. C'est la première organisation professionnelle pour représenter les photographes. Alors oui, on est souvent accolé souvent au statut d'auteur. On dit souvent qu'il y a souvent des auteurs là-dedans, mais on essaie d'être représentatif de l'ensemble des photographes, donc de valoriser et de défendre en globalité cette profession-là. Donc de défendre les droits, de les représenter auprès des pouvoirs publics, comme on a pu le faire lors de la fusion AGSA-MDA, et assurer la promotion de cette profession-là. Donc on vous enjoint évidemment à nous rejoindre pour diverses raisons. Alors cette slide-là, elle est fausse puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait des grèves. Et donc la prochaine réunion en décembre, donc la prochaine réunion aura lieu en janvier. Donc dès mardi, vous pouvez venir au siège de l'UPP qui se situe dans le 10e arrondissement, 11 rue de Belzins. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, adhérents et non adhérents. Et vous pourrez ouvertement poser vos questions, rencontrer probablement d'autres personnes qui sont dans les mêmes cas de figure que vous, qui ont les mêmes problématiques.
Donc ça c'est très bien pour vous j'imagine et c'est vraiment une action forte de l'UPP d'ouvrir ses portes à n'importe qui. Donc là évidemment j'ai pas la date en tête, donc vous pouvez aller sur le site de UPP auteur, UPP photographe et toutes les actualités sont mises à jour. D'accord ? Alors, dernier petit slide pour faire la promotion de l'UPP. Pour plein de raisons, en fait, vous pourriez adhérer à l'UPP. Ça a été mon cas, puisque dans mon cas personnel, c'était une reconversion, donc j'avais beaucoup de questions, je ne savais pas comment faire, et donc il fallait pour moi que je rejoigne une organisation professionnelle pour savoir où je mettais les pieds. Donc ça, c'était très important, puisque, vous l'avez vu, hein, le métier de photographe, c'est souvent un métier solitaire. On se retrouve souvent tout seul avec nos propres questions. Pour se motiver, pour sortir de situations où c'est difficile, il faut rencontrer d'autres professionnels. C'est obligatoire. Donc l'UPP permet évidemment de rencontrer des gens qualifiés pour vous accompagner, notamment pour remplir ces fameux fichiers P0, poser ces questions sur la TVA, sur le réel, etc. etc. Contrat type. Quand vous adhérez à l'UPP, vous obtenez des barèmes de droits d'auteur. Donc c'est un travail colossal réalisé par des gens de l'UPP pour vous permettre de vous donner un ordre d'idée sur quel prix vendre votre photo. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Il y a des juristes spécialisés qui sont aussi à votre écoute. Donc vous pouvez poser des questions si vous êtes en litige, si vous avez des questions, des doutes. L'UPP est toujours là pour vous accompagner. Pour être reconnu, vous avez une carte professionnelle lorsque vous êtes adhérent à l'UPP. Donc ça vous permet notamment d'avoir des réductions, et ça c'est intéressant, auprès de certains musées parisiens. Alors évidemment, c'est plus pratique quand on est parisien. Des avantages partenaires, notamment sur Picto, donc probablement que vous connaissez, qui permet de faire des très beaux tirages. Donc ça, ce que je vous disais, pour être représenté auprès des institutions publiques, pour s'informer évidemment sur l'actualité de la profession. Donc la profession photographe, c'est un de nos partenaires aussi, donc je vous enjoins à aller les rencontrer aussi. C'est une mine d'or d'informations pour exposer, parce que la mission aussi de l'UPP, c'est de montrer des photos, d'exposer les photos des adhérents. Et chaque année, il y a un appel à projet pour montrer des photos de ces adhérents. D'accord ? Et ça, c'est gratuit à partir du moment où on est adhérent. D'accord ? Vous pouvez proposer des projets, puisqu'il y a des appels à candidature. Et puis évidemment, là, c'est un peu en méta, en philosophique, mais pour avancer ensemble, c'est-à-dire créer une véritable communauté de photographes professionnels. Et plus on est nombreux, plus il est facile de se faire entendre en tant que lobby auprès des institutions publiques. Et ça, c'est essentiel, que ce soit maintenant ou demain. C'est vraiment essentiel d'être entendu et donc d'être reconnu et d'avoir une voix commune par rapport à notre discours, surtout. D'avoir une déontologie professionnelle, tout simplement. OK ? Donc voilà, j'ai été pas trop bavard, ça va ? J'ai tenu les délais. Et je vais laisser peut-être le mot de la fin à Nedim. D'accord. Donc merci beaucoup en tout cas pour votre attention, merci pour votre présence. Et puis, venez nous rencontrer au stand tout à l'heure. Je vais juste préciser, parce que Julien est parisien et donc s'adresse facilement aux Parisiens, comme on nous le reproche souvent. Moi-même, moi je suis marseillais, donc forcément, voilà, on a des fois des petits débats. L'UPP donc, est présente effectivement à Paris, au 11 rue de Belzins, et accueille tout le monde. Il y a peut-être des gens qui sont issus de la province, comme on dit ici, ailleurs en France. On a aussi des antennes régionales, elles sont présentes sur le site internet, et on a des équipes qui peuvent vous accompagner aussi en dehors de Paris, et notamment localement pour pouvoir prendre un rendez-vous, vous aider dans vos déclarations d'activité, ainsi de suite, physiquement, autour d'un café, autour d'un verre. Voilà, donc il n'y a pas que le siège à Paris qui fonctionne, ça fonctionne très bien à Paris, mais ça fonctionne aussi très bien en région, et voilà, donc il y a des relais pour les gens qui ne sont pas forcément parisiens ici, et voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, merci. Mais ce n'était pas forcément le mot de la fin, c'est juste précision.